Bonjour Madame Duvernois, merci de nous recevoir. Vous êtes maire d'Exincourt et également vice-présidente du Pays de Montbéliard Agglomération. Donc on vient vous interroger aujourd'hui sur la problématique des sangliers en zone périurbaine, notamment sur les espaces naturels de Pays de Montbéliard Agglomération. L'agglomération est une agglomération densément peuplée, très industrielle, avec le berceau historique Peugeot et tout le développement industriel qu'il y a pu y avoir. Et en parallèle de ce développement industriel, il y a eu aussi le développement de toutes les voies de circulation. Puis nous avons eu l'autoroute, la 36, qui a dû effectivement être construite. Et du coup, il y avait une idée d'un petit peu compenser et de préserver les zones naturelles pour permettre à la biodiversité de se poursuivre. Ce sont en tout cas deux espaces pour lesquels PMA travaille avec deux collectivités différentes. Donc pour l'ENS de la Lance, c'est le département. Pour la RN Savoureuse, c'est la région. Et effectivement, chacun a ses propres statuts, son propre règlement. Et il y avait un trop grand nombre de sangliers pour l'espace. Et du coup, les chasseurs nous ont alertés. Alors, sur plusieurs points. D'une part, que le fait qu'eux ne pourraient pas prendre en charge tous les dégâts financièrement au niveau des ACA. Et puis après est venue aussi l'idée de trouver une solution pour chasser ces sangliers. Enfin, le rôle d'élu, c'est ça, c'est de mettre en présence les différents usagers, leurs différents problèmes, leurs volontés, et puis essayer de tous ensemble trouver un compromis sans a priori ni d'un côté ni de l'autre, et que voilà, chacun puisse en profiter encore comme il le souhaite. Il y a deux types de dégâts, donc soit les sangliers viennent au semis pour manger les grains, soit ils viennent lorsque le maïs est en lait. S'il y a du dégât sur le semis, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire après? Soit on peut déjà faire du ressemis, ou alors on peut entourer les cultures, une clôture électrique, parce que s'ils ont vraiment faim, c'est pas la fil électrique qui veut les arrêter. Certaines années, ils nous occasionnent beaucoup de dégâts, aussi bien sur prairies que dans les cultures. Et c'est vrai que c'est une vraie problématique parce que quand on a beaucoup de dégâts dans les maïs, on a déjà les dégâts dans les maïs, donc ça faut supporter le coût financier, même si la fédération nous indemnise. Et puis derrière, ça pose des problèmes, on ne peut pas forcément remettre de blé parce que si tout ce qu'ils ont cassé, ça reste dans le sol, on l'enfouit et puis ils recreusent dans les cultures suivantes, donc c'est problématique. Et puis sur les prairies, ça fait des grosses pertes de récolte aussi. Et c'est surtout la remise en état qui est compliquée. Et du coup, quelle solution tu vois en tant qu'agriculteur pour essayer de diminuer justement ces risques de dégâts sur les cultures? Il faut pérenniser les actions qui ont été mises en place autour de la réserve et dans la réserve pour maintenir un bon équilibre. Puis voilà, moi je pense que si on pouvait mettre en place un peu de chasse, un peu d'affût autour de la réserve, pas forcément aller faire des battues pour tout déranger, ce serait bien, puis surtout quand il y a des battues, que ça ne se fasse pas en pleine période de nidification des oiseaux, mais quand on signale qu'il commence à y avoir des dégâts, il faudrait qu'il y ait plus d'échanges possibles entre les sociétés de chasse et puis les gestionnaires de la réserve. On s'aperçoit que la population est un peu trop grande, et on puisse effectuer des prélèvements. Est-ce que tu as un avis un peu sur l'implication des différents acteurs de cette problématique, soit les chasseurs, les agriculteurs, les élus ou les naturalistes? Les gestionnaires de la réserve, ils sont un peu hermétiques à toute ferme de chasse sur la réserve. Après, je pense que les collectivités, tous les interlocuteurs, je dirais, locaux, ils ont bien vu, parce que je suis aussi président de chasse, donc ça fait quand même 4-5 ans qu'on a mis en place des choses avec les collectivités et puis tout, pour avoir des actions vraiment périurbains, proches des habitations, contenir les dégâts, et je pense que ça porte ses fruits, les dégâts sont quand même en nette diminution. Mais il faut être toujours vigilant et puis pas se laisser dépasser comme ça a été le cas dans le passé. On est vraiment à côté de la RNR qui est interdite à la chasse du coup, et qui est sur le territoire de la ICA de Nomay-Grand Charmont. Ouais. Comment elle est vécue par les chasseurs, cette
interdiction de chasser sur la réserve. Le seul truc que je peux dire, moi, c'est que les chasseurs, il y a des chasseurs qui sont responsables, qui sont capables de gérer les populations. Et ça, c'est ça qu'on ne nous donne pas le droit. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Ouais, tu serais plus pour intervenir à l'affût dans la réserve, de manière plus silencieuse, plus calme, sans déranger la faune. Sans déranger la faune et gérer les populations. On est capable de le faire. Il y a plein de chasseurs qui sont volontaires là-dessus, quoi, et qui sont sérieux. Allez, là, il y a 20 ans, je voyais 5-6 sangliers là. Et il y a 4 ans en arrière, j'ai des bandes de 30, quoi. Ouais. Okay. Ouais, donc une grosse il y avait un sanglier dans tous les rongiers, quoi. Ouais, ok. Ouais. Grosse évolution. Ok. Toi qui es trésorier du coup de l'AICA, comment ça impacte la vie de l'association, ces dégâts de sangliers? Ça impacte beaucoup. Parce que quand il faut payer les dégâts, quand tu as 1000 ou 1200 € à payer, si tu as des actions basses, parce que c'est la chasse qui veut ça, quand tu es dans les petits pays, moins tu payes d'actions, mieux c'est. Hein, c'est convivial, c'est machin. Tu ne peux pas faire des actions à 500 voire 600 €, quoi, parce que les gars ne vont pas venir chasser. Donc ça impacte, les dégâts nous impactent sur notre trésorerie. Okay. Ouais, ça fait une sacrée hauteur, hein. Là, c'est déjà les beaux pépères qui se frottent, là. Ouais. Voilà. Donc ils arrivent de là-bas, après ils passent là, hop, hop, ils sortent là, puis après ils se renfilent là. Et de la rocade, il y a l'autre mirador qui est là, ils passent, tac, ils montent, et puis ils traversent la rocade et ils vont sur Vieux-Charmont. Donc du coup, depuis 1988, cette zone-là, elle a repris son droit naturel. Depuis quand vous avez vu des sangliers arriver sur cette zone et vraiment poser une problématique au niveau des dégâts ou autre chose? Ça a commencé, il y a une toute petite dizaine d'années, 5-6 ans, vraiment où les choses se sont concentrées. Et vous, en tant que naturaliste, il y a une problématique qui vous a particulièrement touché? Alors, elle pouvait poser problème, effectivement, quand on considère la petite roselière qui se situe en face de l'observatoire. Il y a un très très beau milieu qui évidemment accueille des oiseaux avec des espèces sensibles comme la rousserolle farvate, le raldo. Donc quand vous avez une compagnie de sangliers qui commence à tout retourner les roseaux, c'est toutes les nichées qui passent avec. Hein, donc à partir du moment où les animaux se développent de façon anarchique et en quantité sur des milieux comme ça, c'est au détriment d'un certain nombre d'espèces et du milieu. Donc du coup, on a obtenu des autorisations de chasse pour ce secteur, mais il n'y a pas que ça comme solution pour essayer de venir à bout un peu de la problématique de la surpopulation de sangliers. Il y a aussi le fait d'agir directement sur le milieu naturel. Qu'est-ce qu'il y a eu comme aménagement de fait à ce niveau-là? Alors, on a morcelé des endroits qui s'étaient considérablement refermés, des mini-forêts, sur des petites surfaces où le sanglier était particulièrement tranquille, pas dérangé. Donc le fait d'avoir fait des allées, ça offrait déjà au niveau de la biodiversité un terrain plus approprié, un milieu ouvert, et le sanglier se sentait moins tranquille, plus vulnérable, ce qui fait qu'ils ont quasiment quitté ces endroits-là. Alors ils en ont peut-être retrouvé d'autres, mais effectivement, depuis ce type d'intervention à différents endroits, on peut quand même conclure après 2-3 années relatives à ces opérations que la quantité de sangliers a quand même considérablement diminué. Donc il y avait des secteurs où il n'y avait plus d'ACCA, donc on a pris le taureau par les cornes, puis on a dit qu'il faut remettre ces zones de non-chasse chassables, les attribuer à peut-être d'autres communes, pour que d'autres communes où il y avait encore des chasseurs puissent aller chasser sur ces terrains. Et puis toutes ces zones, et aussi cette réserve naturelle qui n'était pas chassée, on a organisé des battues avec collaboration de PMA, avec les gestionnaires du site, pour décantonner ces animaux, en prélever aussi. On a mis des actions aussi avec les lieutenants de louveterie, parce qu'il fallait vraiment réduire les populations sur le secteur de PMA. On était tous d'accord en fait, mais il fallait mettre les choses en place pour solutionner ce problème. Donc c'était déjà bien, on allait tous dans le même sens.
contrairement des fois à certains sujets où on n'est pas d'accord. Mais je pense que là, on était tous d'accord autour de la table qu'il fallait vraiment réduire les populations de sangliers. Peut-être avant de commencer, qu'on puisse avoir un petit point historique sur la situation. Alors peut-être la Fédération de la chasse avec la Chambre d'agriculture peut nous synthétiser un peu pourquoi on est aujourd'hui ensemble. Donc petit contexte, il faut savoir que Pays de Montbéliard Agglomération, c'est un territoire historiquement qui est pauvre en population de sangliers. Il y avait entre 40 et 50 sangliers de prélevés il y a 10 ans. Aujourd'hui, on en a 3 fois plus. Donc il y a eu une explosion démographique de cette population qui a entraîné évidemment une énorme hausse des dégâts chez les agriculteurs. Donc sur les 5 dernières années, à titre d'exemple, il y a eu 200 000 € de dégâts payés sur le secteur de Pays de Montbéliard Agglomération, vraiment nord. Donc ce qui a alerté la fédération et donc avec la préfecture qui a décidé de signer une convention pour essayer de réduire durablement ces dégâts. La principale problématique à la base, c'était que la remise des animaux se trouvait en milieu périurbain. Et donc une remise, c'est un endroit où le sanglier se tient le jour principalement. Donc on a appelé ça des zones à enjeu puisque c'est des zones où, avant la mise en place du plan d'action, il n'y avait pas d'autorisation de chasse. Merci pour ces propositions, suggestions, puis je vous propose qu'on continue. Donc aux collègues sociologues. Alors, on s'est plus particulièrement focalisé sur 2 sites d'études, la RNR et l'ENS. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'espaces protégés qui ont été qualifiés comme des zones à enjeu parce que propices à la quiétude et à la reproduction des sangliers. On nous a surtout parlé du changement de circulation des sangliers sur les territoires. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut commencer à intégrer et réfléchir autour de ces questions-là. Donc ça, c'est une première chose. La création des aires protégées peut provoquer la prolifération des sangliers. Et deuxième chose qui a été mise en avant, c'est la question de l'étalement urbain. L'étalement urbain, et là, paradoxalement, il y a un consensus qui se fait, autant chez les chasseurs, les agriculteurs, les environnementalistes, qui sont tous d'accord pour dire que finalement, c'est les humains qui se sont rapprochés des sangliers, et ce n'est pas les sangliers qui sont venus empiéter sur les territoires des humains. Le monde de la chasse est critiqué par pas mal de catégories d'acteurs sur sa gestion de la faune sauvage, mais en même temps, on voit aussi que ce monde de la chasse ne peut pas assumer à lui seul la responsabilité de l'expansion justement des populations de sangliers. Et alors, force a été de constater que dans les entretiens, le travail sur les milieux semble avoir encore du mal à convaincre. Pour certains, parce que ce serait tout simplement inefficace, alors que pour d'autres, parce que ce serait compliqué et extrêmement onéreux. Et puis, finalement, pour la plupart des acteurs, on a retrouvé le fait que l'augmentation de la pression de chasse resterait la solution la plus pertinente et la plus efficace pour faire face aux sangliers qui sont décrits comme étant en trop grand nombre sur le territoire. Voilà, ça nous invite à penser... On est parfois focalisé sur une question de gestion de l'espèce, de l'animal très zoocentré, avec un modèle de gestion pour lequel la littérature scientifique a montré les limites et les fragilités, et qui appelle à penser en termes de territoire. Et non pas, alors territoire à la fois humain, territoire aussi des animaux. Et il y a peut-être ici un changement de focal ou un décentrement à faire. Effectivement. Donc, outre ces petits points qui restent encore et pour lesquels il faut qu'on se remette autour de la table, peut-être pour voir qu'est-ce qu'on peut encore faire de plus pour améliorer la situation et rapprocher les points de vue. Mais je veux quand même me féliciter ici du travail accompli depuis 3 ans grâce à ce plan d'action déroulé de façon très opérationnelle et efficace. Remercier vraiment tous les acteurs, les chasseurs, les lieutenants de louveterie, les élus qui sont mobilisés aussi sur ces questions et bien sûr les agriculteurs qui en souffrent en premier par la perte des cultures. Donc merci à tous, on est amené à se revoir de toute façon dans peu de temps, dès que le rapport sera publié, on en profitera pour refaire un point d'avancement et peut-être on saura ce qui s'est passé sur la réserve, puisque j'ai bien noté
Depuis février, on n'avait pas grande population et ça redémarre maintenant. Donc c'est maintenant qu'il faut agir sur la réserve. Merci beaucoup. Merci.